tous et bienvenue dans ma rubrique 100% nanar, qui comme son nom l'indique traitera de nanar. Avant toute chose, je voulais vous communiquer ma vision du nanar. Pour moi, le nanar n'est pas qu'un mauvais film. Des mauvais films, le cinéma en produit des dizaines de milliers chaque année. Non, le nanar, c'est autre chose. Le nanar, c'est un produit rare, quasi miraculeux, qui a lieu quand une réunion de gens impliqués dans un film se comporte comme une équipe de bowling qui mettrait 36 boules dans la gouttière. C'est ça la différence. Dans un mauvais film, il y a peut-être éventuellement quelque chose à sauver, une scène, un acteur, un générique, la photo, la cantine. Dans le nanar, il n'y a rien. Rien à sauver. Tout est nul du début à la fin. C'est ce qui devient drôle. Involontairement drôle. Et c'est ça qui fait le charme du nanar. Le nanar égara vos soirées. Le nanar vous remontera le moral. Le nanar restera gravé dans vos mémoires beaucoup plus qu'un simple mauvais film. Le nanar dont nous allons parler s'intitule « Ne réveillez pas un flic qui dort », réalisé par José Pinheiro, avec Alain Delon, Michel Serrault. Le tout est sorti le 14 décembre 1988. Alors un petit point de contexte sur les années 80 et Alain Delon. Alain Delon connaîtra en 1985 son dernier gros succès populaire avec Paroles de flic, également réalisé par José Pinheiro. Bon, pas un nanar, mais quand même, il rate un peu à la porte. L'année suivante, il décide de prendre des risques et tourne Le Passage de René Manzor. Vous savez, l'un des frères Lalanne. La chanson, tout ça, l'anathème, enfin bref, je vous la fais pas. Ce sera un cinglant bide public et critique. Donc Delon décide de récupérer ses flingues et de se relancer à la conquête de son public. Bon, en cette année 88, Alain souffle d'un problème de déficit de notoriété. Une partie du public n'accroche pas trop à son personnage de justicier ultra-droitier. Quelques déclarations d'amitié dans la presse à un certain JMLP vont également refroidir une partie du public. Bref, Alain veut reconquérir son public et éventuellement le faire en ratissant le plus large possible. Pour ce faire, il va appliquer la méthode que les auteurs de Magnum Force utilisèrent en 1973. En effet, quand le premier volet des aventures de l'inspecteur Harry était sorti en 1971, une certaine partie de la critique avait laminé le film et traité Eastwood de fasciste, de néo-nazi, j'en passais les meilleurs. Donc les auteurs avaient eu l'idée, pour adoucir un peu le personnage en tout cas, de lui faire affronter une bande de flics décidés à se faire justice eux-mêmes, en étant donc flics, juges et bourreaux. Voilà, donc en clair, la méthode est simple, quand vous êtes traité de facho, on vous fait combattre des gros fachos, comme ça vous aurez l'air moins facho. C'est un peu l'idée qu'Alain Delon va récupérer pour Ne réveiller pas un flic qui dort. Alors il va copier ce principe, il va même copier la trame quasi intégrale du film de 73 de Ted Post, Magnum Force donc. Donc voilà, alors dans le cas de Magnum Force, ça donne au final Magnum Force, et dans le cas de Ne réveillez pas un flic qui dort, ça donne... voilà, vous m'avez compris. Donc Alain est à la manœuvre, et ce sur tous les fronts, puisqu'il va s'occuper de l'adaptation, du scénario, des dialogues, de la production. Il va recruter José Pinheiro, donc, à qui il doit son dernier gros succès commercial, pour le diriger, si tant est qu'on puisse diriger Alain. Donc Alain va donc interpréter le commissaire divisionnaire Eugène Grindel. Je vous rassure, on l'appelle assez peu par son prénom dans le film. Et donc il va combattre cette horde de flics incontrôlables qui a décidé de se débarrasser de la pègre Manu Militari ainsi que de tous les flics honnêtes qui pourraient leur barrer la route. Alors, dans les comédiens qui composent cette horde de flics extrémistes, nous avons un tout jeune Xavier Deluc, tout en brosse et en rage extériorisée. Alianza anticommuniste argentine. On retrouve également, tant qu'à faire, Bernard Farcy, le futur commissaire de Taxi. La torture par l'espérance. Tu connais? Bon, casting un peu étrange. Manquerait plus que Michel Serrault incarne le grand méchant de l'histoire. Il m'a fallu 15 ans pour mettre sur pied la fidélité de la police, pour sélectionner les meilleurs et ficher nos ennemis. 20 ans pour mettre au point la plus belle des machines de guerre jamais conçues contre la pègre et le communisme. Ok. Le film débute donc
tout comme Magnum Force, par l'exécution sadique de 3 figures de la pègre parisienne. Le premier sera tué au lance-flammes, le deuxième plus classiquement au fusil à pompe dans un parking, et le troisième, figure de la nuit parisienne, le troisième, regardez. Il faut un châtiment exemplaire. Oui. On va te punir par où tu as péché. Ne soyez pas si emphatique. Faites ça rapidement, Lux, et fermez-la. Oui, c'est vrai, cessez d'être emphatique, exécutez cet homme simplement comme tout le monde, en lui arrachant les couilles avec une paire de tenailles géantes, quoi. Bon, dans cette scène de bureau avec son supérieur, joué par Raymond Jérôme, Alain tient à mettre les pendules à l'heure quant à ses convictions politiques. Il est un gaulliste de droite. Je suis un garçon très bien, un commissaire stagiaire des Ruts. Négatif. Raison particulière? Raison de service? Ce petit merdeux se croit toujours à la faculté d'Assas, il passe son temps à faire de la propagande d'extrême droite. Je n'ai que foutre d'annexité. Donc Alain est un modéré, mais parfois, il rechute. Nous y pensons tous, Grindel. C'est un douloureux problème. Douloureux. Mais j'ai pas de douleur, moi. Aucune douleur. J'ai juste envie de dégueuler partout et de leur filer mon flingue dans les couilles. Oh voilà, belle réplique, ça a de la gueule. Surtout sur le papier, parce qu'en pratique... Donc bon, dans le nanar, on a les guests qu'on mérite. Dans un petit rôle sans importance, vous allez découvrir l'immense Vivien Savage. Ah, bon, pour les moins de 50 ans, Vivien Savage, c'est ça. Mais qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je donne, qu'elle est belle, la petite lady déguisée comme un arc-en-ciel. Ok. Bon, alors Alain Delon a eu la riche idée de recruter Vivien Savage pour ce petit rôle, 3 ans après son dernier gros succès discographique, autant dire que, attention, on a du très lourd à l'écran. Et bon, malheureusement, tout ce qu'on retiendra de cette performance, c'est que Vivien Savage bouffe comme un porc et il joue comme un pied. Alors à ce propos, justement, j'ai une copine, genre occasionnelle, si vous voyez ce que je veux dire. Faudrait... On fermera les yeux ou tu Rito. Je garde le garage de mon pote Touré, porte de Ballumet. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est, ces mecs? Et là, on arrive à l'une des scènes les plus what the fuck du film. C'est la scène où l'indique d'Alain Delon, joué par Serge Reggiani, probablement là par amitié pour Delon, pour régler des arriérés d'impôts, se fait tuer par la horde de flics extrémistes. Alors, se fait tuer à l'arbalète, alors qu'il est en train de faire du manège. Ouais. Et par réflexe, il sort son arme, et malheureusement, il a un spasme, mais alors qu'il est en train de mourir, il se met à tirer sur tout ce qui l'entoure, femmes, enfants, barbe à papa, j'en passe et les meilleurs. Donc sur le papier, effectivement, la scène n'a pas l'air folichonne, à l'écran, elle est encore moins. Toute mon enfance. Bon, cette scène ne sert strictement à rien dans le film, elle ne fait pas avancer particulièrement l'intrigue, elle semble être là juste pour apporter le quota de violence gratuite inhérente aux œuvres d'Alain, mais elle amène une autre scène totalement what the fuck que je vais vous montrer. Elle met en scène Laurent Gamelon dans le rôle du mari d'une des victimes, qu'on voit d'ailleurs, c'est la jeune femme qui porte le bébé. Et je vous laisse admirer la prose féministe de Laurent Gamelon, et oui, encore jeune comédien à l'époque,
qui avait encore visiblement besoin de faire ses gammes. Bon, vous aurez noté au passage que Laurent Gamelon a dû faire la Question Actor Studio. Il pose vraiment beaucoup de questions. Commissaire Grandel. Commissaire Grandel. Qu'est-ce que vous faites pour les victimes? C'est ma femme Maryse qui a été blessée. Et la petite? Hein? Quand est-ce qu'on l'a fait manger? Chut, calme, chérie, calme. Qui va s'en occuper? Comment on la longe? Hein? Qui va conduire mon camion? Vous n'avez personne pour vous aider? Vous n'avez pas de famille? La famille, c'est Maryse. Et la petite? Oui, qu'est-ce qu'on fait là, nous? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on attend? Nous... Pourquoi on n'y va pas aussi? Pourquoi on n'a pas des pétards, nous aussi? Donc sa femme est entre la vie et la mort, mais les premières questions qu'il pose à Delon, c'est qui va lui faire à manger, qui va la langer, celle-là elle est magique, qui va la langer? Bah, tu vas acheter des couches, des petits pots, et tu vas te sortir les doigts, mon pote. Merde! Alors vous aurez également admiré le retourné courroucé d'Alain quand il est interpellé. C'est magique, je vous la fais au ralenti. Bon, petite pause. Je vais vous parler des problématiques du scénario. Apparemment, à la lecture du premier jet, ils avaient de quoi tourner 58 minutes de film. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On rallonge, on étire, on meuble. Donc pour ça, Alain a ses petits secrets de fabrication. Alors visiblement, sur le tournage, il tenait à faire savoir qu'il savait faire un café avec un percolateur. Grand moment. J'ai rarement vu une scène aussi longue dans un film. Regardez. Café? Oui, pourquoi pas? Le feu serré. Alors, merde. Non, non, merci. Bien. Sucre. Non, non, merci, sans sucre. Voyez-vous, moi non plus. Pardon, excusez-moi. Oui, bon, ça rallonge, c'est une scène qui ne sert à rien, mais c'est bon, ça dure 2 minutes et elle permet de gagner un peu de temps de métrage. Voilà, je pense que si Michael Bay regarde la séquence, il s'égorge de ses propres mains, lui qui aurait fait à peu près 300 plans sur cette séquence. Mais bon. Alain a une autre idée, celle de rajouter une sous-intrigue très importante dans le film, c'est le brigadier chef et ses merguez avariées. Mais oui, le brigadier chef et ses merguez avariées. Explication. Oh, il y a le directeur qui veut vous voir. Mais il a dit que c'était urgent. Oui. Monsieur le divisionnaire, vous entendez? Corinne, quand votre patron me fait appeler, choisissez un autre émissaire que le brigadier Danet. À chaque fois, j'ai l'impression qu'une merguez pourrie m'adresse la parole. Avouez que c'est insolite, sinon inquiétant. Bah oui, là visiblement Alain est content, il a un filon, il a trouvé ce running gag de merguez avariées. Donc pendant tout le film, on va évoquer ce brigadier chef qui pue la merguez avariée parce qu'il bouffe en permanence des sandwichs à la merguez avariée. Logique. Bon, à un moment donné, Alain n'en peut plus. Alain recadre le brigadier et lui dit ses cas de vérité. À propos, brigadier, vous entêtez pas sur les merguez de la maison, elles sont nasses. Essayez plutôt l'argent que vous donnez. On y va très. Bon, par charité, j'étais prêt à pas m'étendre sur l'éventuelle portée raciste de cette pourtant si subtile métaphore culinaire opposant merguez et jambon de Paris, mais même Alain a l'air affligé par la portée possible de son dialogue. Bon, on
on se rapproche de la fin. Dans la scène suivante, vous allez assister à la mort du jeune inspecteur et ami d'Alain Delon, joué par Patrick Catalifo. Ce dernier se retrouve piégé par cette organisation secrète, baptisée Fidélité Police, et passe en jugement et subit la peine capitale, pratiquée en l'occurrence par Michel Serrault. Je vous laisse admirer. Je voulais surtout bien écouter ce que braille un des cadres de cette organisation. Je ne comprends rien de ce qu'il raconte. T'as eu Lutz, t'as eu la Guéma, mais Paris n'est pas la France. La province d'outre-mer attend de l'arme au pied. Nous allons nettoyer la porcherie. Et suffit. Vous n'avez aucune illusion sur la sentence, je présume. Un peu de dignité. J'avais encore des choses à dire à mon fils. Fallait le faire avant. Vous pensez toujours avec un temps de retard. C'est comme pour votre ami Gradel. Vous auriez dû l'escorter. À l'heure qu'il est, il ne peut en rester grand-chose. Vous ne manquez pas de courage autrefois. Quand vous avez désamorcé la bombe de la synagogue, en sacrifiant inutilement votre bras. Charles. Mon Dieu. Et oui, décidément, dans les films d'Alain, on meurt dignement. Bon, on se rapproche vraiment de la fin, et à ce stade du film, les acteurs commencent à être un peu étranges, à sortir des mots de leur bouche sans trop réfléchir. Voilà, comme vous l'avez vu précédemment. Voilà. Donc vous avez assisté à l'exécution de Michel Serrault par Alain, très énervé et en quête de vengeance. J'en suis encore à me demander, 30 ans après, qu'est-ce qu'a voulu dire Michel ? Opéré. Mon petit frangin. C'est bizarre, ça. Ça va, patron? Oui, parce qu'à ce niveau, il aurait pu aussi bien dire Albatros ou Fangelet, je ne comprends pas bien. C'est Byzance! Bon, Michel, tu garderas ton secret à tout jamais. Bon allez, petite cerise sur le gâteau. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Une séquence d'effets spéciaux au générique final qui m'a laissé pantois. James Cameron tremble. Effets spéciaux. Bon, cette rubrique est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a fait sourire, voire même rire, j'en demande beaucoup. Amusez-vous bien, continuez à aller au cinéma, et puis n'hésitez pas à me faire vos petits commentaires. Merci à tous. Ciao. À bientôt, j'espère que ma rubrique vous a plu. Allez au cinéma. Merci.